À Abidjan, la tension monte à l'approche de l'élection présidentielle prévue dans 5 mois. Lors d'un débat animé sur RFI, à l'Hôtel Ivoire, des figures politiques clés ont croisé le fer sur les enjeux électoraux. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, a défendu la liste électorale actuelle, soulignant qu'elle a permis des victoires électorales, y compris pour l'opposition. Cependant, Soumaïla Bredoumi Traoré du PDCI-RDA et Fabrice Lago du PPACI ont dénoncé des irrégularités, notamment des doublons et des inscriptions douteuses, réclamant un audit indépendant du fichier électoral. L'opposition envisage des manifestations pour exiger un dialogue politique et une réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, qu'elle juge inféodée au pouvoir. Le ministre Touré a rejeté ces accusations, qualifiant les critiques de l'opposition de propagande et insistant sur le respect des mécanismes légaux pour résoudre les contentieux électoraux. Les auditeurs, comme Charlotte, ont appelé à une révision pour garantir une élection inclusive. Fabrice Lago a pointé des anomalies flagrantes, telles que des femmes enregistrées avec 500 enfants sur la liste électorale, tandis que Soumaïla a insisté sur l'urgence d'un dialogue pour apaiser le climat. Le débat a révélé un fossé entre le pouvoir et l'opposition, cette dernière accusant le RHDP de bloquer toute réforme. À 5 mois du scrutin, la question demeure. La Côte d'Ivoire parviendra-t-elle à organiser une élection apaisée ou le spectre des tensions de 2020 ressurgira-t-il? Les prochaines semaines seront décisives pour désamorcer ce climat politique explosif. Juan Gomez. Bienvenue dans la capitale économique ivoirienne. Jusqu'à 9h temps universel, je vous propose de débattre avec nos invités sur le climat politique qui prévaut en Côte d'Ivoire à 5 mois de l'élection présidentielle. Un climat pour le moins tendu, car pour l'instant plusieurs personnalités de l'opposition sont inéligibles. L'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien ministre Charles Blé Goudé, l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Tous les trois, je vous le rappelle, sont radiés de la liste électorale après avoir été condamnés par la justice il y a maintenant plusieurs années. Le mois dernier, la justice a ordonné que Tidjane Thiam, qui est présenté comme le principal rival du parti au pouvoir, la justice a ordonné qu'il soit également radié. Raison invoquée, au moment de s'enrôler sur la liste électorale en 2022, il avait perdu sa nationalité ivoirienne. À 5 mois de la présidentielle, l'opposition hausse le ton. D'ailleurs, une partie de l'opposition a prévu un grand rassemblement demain ici même à Abidjan, dans la commune de Yopougon, pour réclamer un dialogue politique, la réintégration des personnes radiées, mais aussi la réforme de la commission électorale. Dans 10 jours, c'est le PPACI de l'ex-président Gbagbo qui a lui aussi prévu un grand rassemblement, mais dans la commune de Port-Bouët à Abidjan. Voilà donc pour le contexte. Que vous inspire ce climat préélectoral? Ce matin, RFI vous permet de dialoguer avec les représentants des principaux partis politiques. Mamadou Touré, bonjour. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Vous êtes le porte-parole adjoint du gouvernement et porte-parole adjoint du RHDP, le parti présidentiel. Également avec nous ce matin, Bredoumi Soumaïla, bonjour. Bonjour, M. Juan Gomez. Député porte-parole du PDCI RDA. À vos côtés, Fabrice Lago, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour, Juan. Secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI. Merci à tous les trois, messieurs, d'avoir accepté cette invitation, d'accepter de dialoguer avec les auditeurs de RFI. Avant de passer au standard, un petit tour de table. Monsieur le ministre, dans quel état d'esprit êtes-vous? On est à 5 mois de cette échéance électorale importante pour le pays. Mais écoutez, au niveau de notre parti, ces élections se préparent dans la très grande sérénité. Nous avons aujourd'hui le personnel politique qui est en formation. Nous mobilisons les points focaux, le personnel d'encadrement politique. D'ailleurs, dans un mois, moins d'un mois, nous aurons ce grand congrès de notre grand parti. Oui. Qui va renouveler les instances du parti et qui prendrait une option sur le candidat donc à l'élection présidentielle, notamment le président Alassane Ouattara. Donc le RHDP est déjà en ordre de bataille? Mais depuis plus d'un an, nous sommes dans un processus de préparation de ces élections. Et au PDCI RDA, Bredoumi Soumaïla, dans quel état d'esprit êtes-vous? Merci M. Juan Gomez. Vous voyez, quand vous faites l'introduction, vous avez passé en revue l'ensemble des responsables politiques et vous avez vu que la justice les a balayés pratiquement toutes. Donc il y a un problème de justice au centre de cet événement. C'est de ça qu'il y a un problème réel de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas serein à 5 mois de la présidentielle? Nous sommes sereins. Nous savons qu'à terme, les candidats seront tous présents, les leaders seront présents pour une élection transparente et concurrentielle. Fabrice Lago, vous êtes dans le même état d'esprit au PPACI, serein, mais en même temps, la bataille ne fait que commencer?
Écoutez, nous, au PPAC, nous sommes sereins quant à notre capacité à remporter un scrutin s'il est transparent et inclusif. Malheureusement, ils n'en prennent pas le chemin parce que vous l'avez dit, plusieurs candidats sont exclus. Nous avons une commission électorale qui est aux ordres du parti au pouvoir, qui est incapable de faire une révision de la liste électorale. Donc oui, nous sommes sereins parce que nous avons le candidat et le programme pour gagner, mais nous sommes inquiets, comme tous les Ivoiriens, parce qu'il y a un parti au pouvoir qui tente de s'accrocher au pouvoir par des moyens antidémocratiques. Bon, on va en parler durant près d'une heure sur RFI avec les auditeurs qui s'impatientent au standard. On va commencer avec Abou. Bonjour. Oui, bonjour Juan, bonjour cher ministre, bonjour cher auditeur de RFI. Vous êtes à Grand-Bassam et vous souhaitiez vous nous interpeller sur la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui, je vais vous interpeller, pas nécessairement sur la candidature parce que je sais qu'il y a un conseil constitutionnel qui va se prononcer sur cette question, mais c'est sur le procès de 20 ans. Vous faites référence, excusez-moi, pour que les auditeurs comprennent, vous faites référence quand vous parlez des 20 ans, c'est sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la CEDEAO. Ça remonte au moment de la crise post-électorale, hein. On est là en 2010-2011. Exactement. Il y a eu un procès, il y a eu des avocats présents. À partir de là, il a été condamné. Et ses partisans se fondent sur le fait que cette condamnation n'aurait pas dû être faite de cette façon. Il y a eu des vices de procédure, il y a eu beaucoup de... ils ont fait cette condamnation pour pouvoir écarter de façon artificielle Laurent Gbagbo. C'est comme ça que vous attendez, c'est comme ça que vous le percevez au PPACI, cette condamnation à 20 ans, c'est une condamnation politique? Vous savez, M. Rouen, le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en juillet 2019. Oui, pour des faits qui sont liés à des crimes de guerre. Oui, bien sûr, on va y en venir. Il a été condamné en Côte d'Ivoire en novembre. La condamnation, en tout cas pour le braquage dit de la BCAO, est devenue définitive en novembre 2019. Donc, il ne faut pas être sorcier pour y voir une coïncidence. Et je précise que vous l'avez vous-même appelé le braquage de la BCAO. Mais est-ce que vous savez qu'au cours de ce procès, la BCAO a refusé de se constituer partie civile? Est-ce que vous savez que les deux entités qui sont constituées partie civile, c'est l'État de Côte d'Ivoire et la BNI qui est une banque nationale. Toutes les banques internationales qui avaient pourtant été citées, avaient été accusées d'avoir été braquées par Laurent Gbagbo, ont refusé de se constituer partie civile. Est-ce que vous imaginez que Laurent Gbagbo prenne des milliards à la BCAO et que cette banque refuse de se constituer partie civile? Donc c'est un simulacre de procès auquel nous avons assisté. Mais ce que votre auditeur ne dit pas, c'est aussi qu'il y a une autre décision de justice, celle de la Cour africaine des droits de l'homme, qui demande justement, qui a été rendu en septembre 2020 et qui demande de remettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour ne pas obéir à cette décision, la Côte d'Ivoire a préféré sortir de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, effectivement, pour nous, c'est un simulacre de procès. Monsieur le ministre, qu'avez-vous envie de répondre au PPACI sur ce point précis? Bon, d'abord, moi, je me refuse de commenter les décisions de justice. Une justice, la justice a rendu une décision. Sur le fond de l'affaire, Laurent Gbagbo dit aujourd'hui qu'il n'a pas braqué la BCAO, mais je lui ai rappelé qu'à l'époque, il n'avait aucune légitimité, il n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire. Toutes les institutions internationales lui déniaient donc toute signature. Et donc, quand vous prévalez donc d'un titre de président de la République pour aller vous en prendre à des banques, soutirer de l'argent de la banque alors que vous n'avez pas de légitimité, cela s'appelle un braquage. Maintenant, les commentaires sont libres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce pays a besoin d'avancer. Et je lui ai rappelé que nous, les hommes politiques, nous sommes aussi soumis à la loi. Bon, on ne peut pas continuellement chercher à se soustraire à la loi. Et le fond du débat, c'est notre capacité à respecter les règles démocratiques. Et respecter les règles démocratiques, c'est aussi être respectueux donc des lois de notre pays. Et donc ça signifie que comme il est radié des listes électorales, il est inéligible et donc il ne peut pas briguer la magistrature suprême en octobre prochain. À moins de trouver une solution d'ici là. Mais écoutez, alors je l'ai rappelé parce que tout à l'heure, lorsque M. Brandoumi a pris la parole, il a parlé donc d'exclusion des leaders, etc. Mais les partis politiques n'ont pas été exclus. Je veux dire que on peut avoir, même au sein du RHDP pour les élections locales, on a eu des candidats qui n'ont pas pu être candidats, etc. Mais ça ne nous a pas empêché de passer par des élections. Donc il ne faut pas créer la confusion de façon artificielle entre des individus qui imposent la loi et des partis politiques. Le PDCI n'a jamais été exclu à une élection présidentielle, le PPAC n'a jamais été exclu. Il leur revient de trouver les mécanismes à leur sein pour participer à ces élections. Alors, je vais donner la parole à M. Brandoumi dans un instant, puisqu'en plus, on va parler de la candidature de Tidjane Thiam. Je voudrais qu'entre-temps, on écoute Zana, qui souhaite vous interpeller, notamment vous, M. Brandoumi Soumaïla. Bonjour Zana. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI et bonjour à nos invités de marque. Vous êtes à Abidjan, vous écoutez. Effectivement, je me pose beaucoup de questions par rapport effectivement à la candidature de M. Tidjane Thiam et les questions que je me pose, c'est de savoir effectivement quels sont réellement les plans du PDCI parce que au vu des derniers événements qu'on a constaté le 11 mai avec la démission du président Tidjane Thiam et ensuite sa réélection le 14 mai,
alors que il y a une décision de justice qui avait été rendue le 22 avril dernier, radiant ou ordonnant la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale. Oui. Du coup, ce dernier serait inéligible. Donc aujourd'hui, quand le PDCI effectivement s'entête à dire qu'il n'y a pas de plan en dehors de M. Thiam, quels sont réellement les plans du PDCI à dire? Bon, alors, c'est la première question. Soumaïla, Bredoumi Soumaïla va vous répondre. Un mot d'abord. Pour l'instant, Tidiane Thiam, il figure encore sur les listes électorales. Tidiane Thiam est candidat. Tidiane Thiam est ivoirien. Tidiane Thiam doit être candidat à la présidence de la République. Mais visiblement, il n'était pas ivoirien au moment où il s'est enrôlé sur la liste électorale. Non, mais il avait un certificat de nationalité délivré par l'État ivoirien. Il a présenté un extrait de naissance. Il a présenté... Pour avoir un certificat de nationalité, il faut présenter un extrait de naissance, un acte de son père ou de sa mère. Et il a eu de l'État de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'il n'est pas ivoirien. Donc la justice a commis une erreur. Ils ont dit l'application de l'article 48. Du Code de la nationalité. Cet article ne dit pas qu'on perd automatiquement. Le mot automatique n'est pas dans l'article. Et il y a une procédure judiciaire qui doit être enclenchée seule par le procureur de la République qui constate et qui prend des décisions. Cela n'a pas été fait. Donc là, pour le coup, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Et justement, je vais vous faire à revenir que à partir du moment où la justice est au cœur de toutes ces exclusions, la justice interprétée, ça n'est pas du bien pour notre pays. Le ministre souhaite intervenir, Mamadou Touré. Mais la semaine dernière, la même justice a rendu une décision pour débouter les contradicteurs donc de Tidiane Thiam. Cette décision a été saluée par le PDCI. On ne peut pas avoir une approche à géométrie variable. Lorsque la justice prend une décision qui ne nous arrange pas, elle est forcément inféodée. Et lorsqu'elle prend une décision qui vous arrange, elle est forcément impartiale. Mais c'est la même justice. Alors, je pense qu'il faut être plus sérieux, il faut être crédible. Et je le dis que... Je pose un problème de façon générale. Lorsque on a soi-même tripatouillé les textes de son parti et qu'on a exclu des candidats au sein de son parti et qu'on s'est, dans un simulacre de processus de congrès, on s'est arrangé à avoir un seul candidat unique, mais quelle est la crédibilité à venir parler d'un processus national? Bon, après chaque parti s'arrange entre eux. Oui, mais les partis est régi par la loi, donc donnez l'exemple. Et donc pour moi, ils ne sont pas crédibles. Alors moi, ils ne sont pas du tout crédibles. Et toutes ces accusations sont des accusations fallacieuses. Voilà, M. Tidiane Thiam est victime de ses propres turpitudes. Voilà, il peut pas dire qu'il y aurait la loi. On va pas faire toute l'émission autour du cas de Tidiane Thiam, mais j'aimerais que vous répondiez à la question de Zana qui disait « Avez-vous un plan B si jamais Tidiane Thiam ne figure pas le 20 juin prochain, jour de la publication officielle de la liste électorale, sur cette liste-là » Tidiane Thiam n'a aucun problème de nationalité. Tidiane Thiam doit être sur la liste électorale. Et nous luttons pour un problème de justice. En matière de justice... Mais vous ne répondez pas à ma question. Attendez, il y a la question de l'auditeur. Non, l'auditeur dit il y a un plan B ou non. Quand il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B. La justice. Il n'y a pas de plan B. Parce que nous luttons pour un cas de justice. Quand on lutte pour un cas en injustice, il y a l'injustice et la justice. Il n'y a pas de plan B. On repasse au standard et je vous donne tout à l'heure la parole, Fabrice Lago, comptez sur moi. Ange Thomas au standard, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue, nous vous écoutons dans ce débat très animé. Oui, je salue le ministre, je salue M. Bredoumi et M. Lago. Et en fait, moi, je veux plutôt parler de l'inclusion de tous les candidats. Je m'explique. Tout à l'heure, l'auditeur a parlé du plan B au niveau du PDCI. Mais je veux rappeler une chose. Lorsque, de 1998 jusqu'à 2010, qui au RDR a pu dire qu'il peut être un plan B en dehors de Ouattara? Il n'y avait pas de plan B au RDR. Donc pourquoi vouloir imposer un plan B au PDCI? Aujourd'hui, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, apparemment, on dirait que beaucoup de personnes sont devenues subitement amnésiques. Parce que en 2010, on a connu une crise qui a coûté 3000 morts à ce pays. Si on y prend garde, on risque de retomber encore dans ces choses, ce que nous ne voulons pas. Vous craignez que le scénario de 2010 se répète? Fabrice Lago, c'est votre inquiétude également au PPACI? Écoutez, oui, parce que tout à l'heure, le ministre a parlé de personnalités qui essaient de se soustraire à la justice. Cela m'a fait doucement sourire, parce que je viens de rappeler qu'il y a la décision de la Cour africaine des droits de l'homme du 25 septembre 2020 qui demande clairement de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire et le RDR ont refusé d'appliquer cette décision. Il y a aussi l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État en 2018, où il amnistie M. Kone Katina, il amnistie M. Akengbo, M. Désiré Dallo, et il n'amnistie pas Laurent Gbagbo. Donc une justice à deux vitesses. Non, je rappelle que une amnistie, elle vise les faits
c'est la grâce qui vise les personnes, mais une amnistie vise les faits. Donc quand on amnistie les faits, toutes les personnes concernées doivent bénéficier de cette amnistie. Je rappelle pour les auditeurs, Monsieur le Ministre, et je vous donne la parole dans un instant, que Laurent Gbagbo bénéficie d'une grâce présidentielle, mais il reste toujours privé de ses droits civiques. Seule une amnistie pourrait donc lui permettre de réintégrer la liste électorale. Alors, non, mais écoutez, permettez-moi, moi j'ai consulté la décision de justice rendue. Nulle part, et je mets tout le monde au défi de le dire, nulle part de la décision de justice rendue à l'issue du procédé de la BCEAO, il n'est écrit que le président Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques. Monsieur le ministre. D'abord, vous savez, il y a beaucoup de manipulations. D'abord, la Cour africaine n'a jamais rendu de décision, c'était une recommandation. Vous jouez sur les mots là, monsieur. Non, je ne suis pas sur les mots. Non, mais c'est quand même important parce que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme en 2020 dit que bon, j'ai été saisi d'un dossier et en attendant de statuer sur le fond, je recommande que Laurent Gbagbo soit sur la liste pour me permettre donc après de statuer sur le fond et que depuis 5 ans cette Cour n'a jamais statué sur le fond. Et pourquoi la Côte d'Ivoire quitte la Cour africaine des droits de l'homme? Vous savez que la plupart des pays africains ont quitté cette Cour. Et même le pays siège de la Cour africaine. La plupart, il ne reste que 4 pays, monsieur. Parce que lorsque cette Cour, par ses pratiques, porte une entrave à la souveraineté de nos États, mais nous sommes un État souverain, c'est vous qui avez pas de souveraineté ici dans ce pays. Donc ça a été l'occasion pour nous de démontrer que nous sommes un pays souverain. Donc vous avez refusé d'appliquer la décision? Non, on a refusé d'appliquer donc une recommandation qui portait atteinte aux institutions de nos pays. Donc et c'est de façon souveraine qu'on l'a décidé. Donc c'est vous qui essayez de vous soustraire à la justice? On ne se soustrait pas parce que ce n'est pas... Il y a eu une décision de justice qui a été rendue en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, je rappelle qu'en 2020, vous avez fait un recours contre la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et le juge de recours a confirmé cette décision de radiation qui était devenue définitive. C'est vous qui essayez de vous... Donc vous choisissez les décisions de justice qui vous arrangent? Je ne choisis pas de toutes les façons. Je le dis simplement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais est-ce que... Je termine rapidement. Monsieur le ministre, allez-y rapidement. On ne peut pas avoir une approche donc à géométrie variable. Et je l'ai entendu dire que oui, le PPACI pourrait gagner les élections, mais je rappelle que le PPACI, à l'élection intermédiaire, il y a 18 mois, n'a eu que 185 000 voix. Et donc je ne vois pas comment, par miracle, vous gagnez des élections. Oui, mais là on part sur un autre domaine. Oui, mais c'est important parce que les Ivoiriens, battu votre candidat en 2010, ça aussi je peux le rappeler. Il a battu au premier tour, lamentablement. Il y avait plusieurs centaines de milliers de voix entre le président Laurent Gbagbo et votre candidat Alassane Ouattara. Donc on pourrait aussi rappeler ce résultat-là. C'était quand ça? En 2010. En 2010, Laurent Gbagbo a été battu par Alassane Ouattara avec plus de 54% des voix. Si on s'en tient à votre argumentaire, ce serait grâce au PDCI parce qu'au premier tour, pour les résultats que personne ne conteste, Alassane Ouattara était largement derrière Laurent Gbagbo. On s'éloigne, s'il vous plaît, messieurs. On s'éloigne complètement du sujet. On parlait de justice et vous revenez sur des résultats de l'élection présidentielle de 2010. Il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Je voudrais que Bredoumi Soumaïla reprenne lui aussi le micro dans un instant. Mais d'abord un auditeur. Arsène, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue, nous vous écoutons. D'abord, je voudrais saluer tous nos leaders politiques sur le plateau, particulièrement le ministre de Mamadou. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est désormais en paix depuis 2011. Et pour cette élection présidentielle à venir de 2025, la Côte d'Ivoire se prépare à organiser des élections libres, démocratiques et inclusives. Pour moi, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont libres de participer à l'élection présidentielle avec des candidats qui remplissent les conditions. Aucun candidat n'est exclu. Les candidats qui rempliront les élections et qui rempliront les conditions seront aptes à participer à l'élection présidentielle. Alors évidemment, le ministre acquiesce, il approuve vos propos, mais Bredoumi Soumaïla, on se dirige vers une élection inclusive, comme l'affirme cet auditeur. Quoi qu'il arrive, tous les partis seront là. Oui, mais tous les partis seront là, mais il ne faut pas trouver des artifices pour éliminer les candidats que les partis auront choisis librement. Et je dis qu'aujourd'hui, on est arrivé à 15 ans de gestion, dont 2 mandats pratiquement illégaux, et aujourd'hui, on arrive où il y a un bilan à défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Le RDA a géré ce pays-là pendant 15 ans. On a 4 personnes sur 10 qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. D'accord, attendez-moi. Non, mais là l'auditeur parlait d'une élection inclusive. On n'est pas sur les programmes des uns et des autres. On a une mission inclusive. Cela veut dire que chaque parti politique doit pouvoir choisir son candidat et le faire venir. À condition que le candidat choisi respecte les lois. Respecte la justice. D'accord. Et justement, il parle de justice invariable. Vous pouvez vous imaginer un pays comme la Côte d'Ivoire
où il se trouve qu'il n'y a que les leaders des partis d'opposition les plus significatifs à l'Assemblée qui ont des problèmes de justice. Alors, Monsieur le ministre, c'est quand même inquiétant. Monsieur le ministre, Oran, je voulais d'abord rectifier. Jamais il nous reviendra l'idée d'imposer un plan B au PDCI. Ils sont libres de choisir qui ils veulent. C'est pas notre débat, c'est pas notre problème. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est vraiment aller à ces élections, poursuivre le programme pour lequel le président Ouattara a été élu et poursuivre le développement du pays. Ceux qui parlent du plan B, c'est Jean Lubion, c'est Valérie Yapo, ce sont des militants du PDCI. Donc, vous avez beau jeu d'accuser le RHGP, mais on n'a rien à voir avec ce concernant l'inclusivité de l'élection. Oui, mais sur l'inclusivité des élections, je suis d'accord avec l'auditeur. Il revient au PDCI, donc de choisir des candidats qui respectent la loi. Mais si vous allez choisir, d'abord vous avez tripatouillé les textes de votre parti pour prendre un candidat qui ne respecte même pas les lois de votre parti, ben, je peux vous dire, monsieur, que ce que vous faites au sein de votre parti n'est pas possible donc, au niveau de l'État. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un État de droit. Voilà. Et donc il faut vous conformer donc, aux règles. Voilà. Bon, vous avez de la rébellion. Je vous laisse dans votre... Messieurs, vous savez quoi? On est obligé de rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. On va marquer une pause et mon petit doigt me dit que le débat va continuer pendant le journal. Restez à l'écoute d'RFI. Merci de votre fidélité.